matin, on se lève différemment. Sans raison, tout a changé. C'est peut-être un soleil né dans la nuit qui nous offre le choix des couleurs. C'est peut-être une petite voix qui s'invite à notre table et promet de ne jamais nous quitter. Ou encore, un petit air entraînant qui fait dévier notre route par bonheur. Alors, on est prêt à refaire le monde. En fait, c'est pas si compliqué. Il suffit d'un éclair qui nous dit « Le changement, c'est pas les autres, c'est moi. » Rouillé comme ça, on laisse rouiller. On enlève juste le plus gros. Lors du dernier épisode, les citadins ont utilisé des chariots pour construire le balcon du 2e étage. Ils ont combiné soutien et éclairage en utilisant la tête d'un lampadaire de rue. Je sais pas, c'est comme s'il y avait une ville sous terre, puis c'était le haut du lampadaire là qui sortait. Mais a tapissé les murs de la salle de bain avec des plaques d'imprimerie. Et Nadia y a installé une armoire de son cru. Aujourd'hui, malgré un autre coup du sort, les citadins s'activent en vue du jour J. Donc là, ça va être notre garde-corps autour de la cage d'escalier au 1er étage. C'est un convoyeur de caisses de bière ou pour acheminer les cartons. Mis à la verticale, ça va nous remplir très bien la fonction en étant mis aux normes, assemblé avec une main courante en bois qu'on a récupérée, qui va venir s'encastrer pile à l'intérieur, et des petites platines au sol qui viennent des supports à oriflamme qu'on trouve sur les lampadaires de la ville de Montréal. Donc on va essayer de transformer en rambarde. C'est pas très compliqué. Ça, c'est des pupitres qu'on a récupérés à l'éco-centre. On en a pris 4. C'est pour faire une banquette. Ici, dans la zone salle à dîner, on en a ruiné un en faisant des tests. Alors là, on n'en met que 3. On n'en pose que 3. Ce que j'ai derrière moi, c'est le lit de la chambre des maîtres. C'est le bureau qu'on a retrouvé dans une ruelle il y a plusieurs semaines. Donc, on a pris les 2 sections de tiroirs qu'on a raccourcies en coupant les pattes. On a pris le dessus du bureau pour en faire la tête du lit, pour faire le contour du sommier. Et puis, on a pris des panneaux de signalisation en aluminium qu'on a pliés, qu'on a arrondis, qu'on va assembler, riveter pour venir fermer les tables de chevet. Un atelier de base. On n'a pas d'atelier d'ébénisterie ici. On a quand même réussi à produire du mobilier avec un banc de scie et quelques outils, une toupie, des outils à main, des aiguines, des ciseaux à bois, c'est tout. Vraiment au strict minimum. Le truc, c'est qu'on s'est mis un peu la pression parce qu'on a commencé à répondre à droite, à gauche que
Le dernier jour, là, c'était porte ouverte, puis tout le monde pouvait venir voir. Et les gens sont pas mal contents parce que ça fait plusieurs semaines qu'ils passent devant, puis ils regardent, ils nous posent des questions. Et à chaque fois, comme on n'a pas le temps de les recevoir puis de leur montrer tout, on dit non, venez le jour de porte ouverte, ça sera bien, ça sera fini. Mais là, il y a de plus en plus de monde qui s'apprête à venir. Puis il faut qu'on soit prêt, on n'a pas le choix, parce qu'on ne pourra pas dire non, vous asseyez pas là, non, touchez pas, c'est pas sec là. Il faut que ce soit prêt. Puis il faut que ce soit prêt au moins la veille là. Alors, on n'a pas le choix de faire autrement. Les gens vont être là, puis ils ont envie de voir, puis ils nous ont bien encouragés tout le long. Alors, faut pas qu'on les déçoive. Juillet 1953. 52. 4 juillet 52. Le Prince Montréal, vendredi 4 juillet 1952. C'est cool, non? Mais où t'as trouvé ça? Tu sais où on a trouvé ça? Comme Les le bas. planchers? Sous les planchers. Ça? Sous les planchers. Sous les 4 couches de lino. Laissons Duplessis continuer son œuvre. C'est du papier journal qu'on a trouvé sous les planchers, entre les différentes couches de lino, là. Et il est en super bon état. Il est jauni, tout ça, mais il est en bon état. Il y a toutes les pages, il y a les dates, enfin, on voit vraiment tout. Donc, ça sera notre papier peint. Ça va être notre papier peint. Donc, on est en train de se coller ça. Puis, je pense qu'on va le vernir ou on va faire quelque chose pour qu'il reste bien conservé comme il était. Puis voilà. On a fait toute notre mur avec le papier journal. Et puis on savait pas trop bien où s'arrêter. On s'est s'arrêter à la moulure. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la moulure, il y a du plâtre qui est tombé dessus, puis il y a des salles. Et là, on a commencé à la gratter, puis on a pris pas mal de temps à la gratter. Et je pense que c'est pas une bonne idée. Moi, je préfère qu'on colle le papier dessus parce que c'est plus rapide. Puis au moins, ça fait le tour, on finit comme ça. Puis ça nous évite le temps de nettoyage. Alors on sauve du temps en faisant quelque chose de plus joli. Je dors. C'est encore le matin, hein? Ouais, qu'est-ce qu'on fait autour de ce trou-là? Il faudrait poser une moulure. Ouais. Le tour de la fenêtre, qu'est-ce qu'on fait? On met une moulure ou non? Non, on n'a pas de moulure. Elle reste comme ça, la fenêtre? Elle reste comme ça. Jean-Pierre me fait toujours pogner des tunes dans ma tête. Peut-être faire ça, ça serait pas mal bien. Comme ça, quand on se remettra à faire la peinture, on pourra peindre ce bidule-là en même temps. Des tunes que je connais même pas en plus. Pas un autre Jean-Pierre. Je suis en train de faire la liste des trucs qui restent à faire ici pour trouver l'ordre le plus logique. J'ai tout listé jusqu'au bout, jusqu'au... Finition. J'étais partie pour faire une liste de 5 ou 6 choses, là. Pour faire la liste des choses à finir à l'étage. Puis je suis rendue à la fin de ma page et j'ai toujours pas fini. Parce que chaque fois que je vois un truc à faire, il y en a un, ça implique un autre, puis un autre, puis un autre. Il reste... 5 ? Et puis encore, là, c'est l'étage le plus fini. Oh. C'est la poutre en acier qui va être posée sur la façade de la maison. Il y avait une poutre en bois qui était là à l'origine, qu'on a enlevée et qu'on remplace avec ceci. Si on le dépose comme ça,
c'est la montée en haut. C'est de la montée en haut. Ben, on est capable de la glisser, de l'étayer puis de la monter. Ça, c'est pas un problème. Oui, il est mon morceau. Il est là. Quand on avait le choix de faire un mur de plexi complet, mais on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire tout ça. Fait qu'on on décide de prendre le mur du fond, salle à manger, cuisine. Puis au lieu de faire un mur plexi complet, on va faire une espèce de montage, texture lustrée, texture mat, bois, le multimatériau qu'on a dans la maison. C'est composition et improvisation sur le thème. Bah, quand on a défait le plancher, il y avait des plaques de lino en dessous, là. On les a déchirées, il y a quelques petites parties qui étaient encore intactes. Donc j'ai découpé 2 carrés, là, puis je vais voir si j'arrive à le ravoir. Puis je pense qu'on se fera un petit clin d'œil à ce qu'il y avait avant ici avec ça. Un bisou, Cécile. Bah, ce qui est bien, c'est que c'est la même couleur que la couleur qu'on a là-haut. C'est ça que je trouve drôle, là. Puis t'as vu ça? C'est du doré. Je crois que c'est du marron, mais non, c'est de la dorure. Alors peut-être si on gratte un peu, on peut récupérer de l'argent. Ça, c'est les cadres? Non, je pense que je vais les... Ça, c'est des grilles récupérées chez Métaux Dépôt. C'est des grilles gratte-pied. C'est pour faire rentrer de la lumière. Normalement, ça devait être aligné avec le puits de lumière, mais toutes les choses ont un peu migré dans la maison. Mais ça permet quand même de faire entrer pas mal de lumière dans la cage d'escalier qui est un peu fermée, donc de la rééclairer, de l'agrandir un peu. C'était vertical, mais tu l'aimes? Bah oui. Comme ça? Bah oui. Mais moi, je l'aime pas. Mais toi, on donne Puis toi, tu l'aimes ou c'est un truc... Moi, ça me va. Fonce, fonce. Oui, fonce. Carte blanche, mon âme. La France porte un grand coup en faveur du développement durable. Elle vient d'adopter une loi qui va interdire dans 5 ans les sacs d'emballage en plastique. Voici notre correspondant à Paris, Hugues Poulain. Un vote unanime, droite-gauche, pour bannir dans moins de 5 ans tous les sacs et emballages en plastique non biodégradables. Adopté. La décision vise à éliminer de l'environnement des milliards de tonnes de plastique qui mettent des centaines d'années à se dégrader. Les sacs biodégradables actuels sont généralement fabriqués pour moitié en amidon de maïs et l'autre moitié en polymère dégradable. On pense que les sacs et emballages de l'avenir utiliseront des matières végétales comme la tomate, le chanvre ou la pomme de terre si leur coût est acceptable aux marchands comme aux consommateurs. Si la date de 2010 semble probable pour le remplacement des sacs de plastique. En 2004, les Français utilisaient 13 milliards de sacs en plastique par an, soit près de 500 à la seconde. Au-delà de 80% de ces sacs ne sont pas recyclés. En 1996, la chaîne de grande surface Leclerc innove en remplaçant ces sacs en plastique par des sacs réutilisables, d'une capacité de 30 litres. À l'époque, elle les vend au coût symbolique de 1 franc et en fait l'échange lorsqu'ils sont hors d'usage. En donnant de la valeur à un sac plastique, en le faisant plus beau, moins de pub, et en le consignant, les gens ont tendance à le ramener et après les professionnels peuvent le recycler. Auparavant, Leclerc distribuait à elle seule 1 milliard de sacs en plastique par an, contre 50 millions de sacs réutilisables aujourd'hui. En 7 ans, la consommation de plastique a ainsi été réduite de 28 700 tonnes. Ça fait partie d'une obligation planétaire de réduire la quantité de plastique dans l'environnement et les sacs en plastique sont un excellent endroit où commencer. Thomas Mulcair, ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, gouvernement du Québec. Que l'initiative vienne du secteur privé qui trouve une manière de travailler avec ses clients pour réduire l'utilisation des sacs en plastique, ou que ce soit la manière un peu plus forte, une intervention directe de l'État, comme en Irlande, où on ajoute une redevance sur chaque sac en plastique, ça a produit le résultat en Irlande, un résultat remarquable. Du moment
que l'objectif est atteint. Moi, ça m'importe peu, que ce soit par l'intervention de l'État ou par l'intervention des forces du marché. Dublin, République d'Irlande, à 4766 km du lieu de l'expérience des citadins. Population, 495 783 habitants. En Irlande, avant l'adoption de la loi, il y avait des sacs plastiques partout. Dans les rues, dans les arbustes, sur les lampadaires, partout. Les gens disaient que c'était le drapeau national irlandais. Terry Sheridan, cadre supérieur, direction de la gestion des matières résiduelles, ministère de l'Environnement, Irlande. En mars 2002, on a imposé une taxe sur les sacs. Depuis, la consommation de sacs plastiques a diminué de 94%, du jour au lendemain. Depuis son entrée en vigueur, la taxe de 15 centimes d'euros perçue sur chaque sac a permis d'amasser environ 75 millions de dollars. Cet argent a été réinvesti dans différentes initiatives écologiques. Les consommateurs ont modifié leur comportement. Maintenant, quand ils font leurs courses, ils apportent des sacs réutilisables. En Irlande, ce qui était intéressant, ce n'était pas une préoccupation environnementale propre qui a présidé à l'élaboration de la réduction. En Irlande, les gens en avaient marre, dans cette île sublime, de voir des sacs en plastique partout. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a une sorte de consensus qui s'établit tantôt en Amérique du Nord, tantôt en Europe, que le sac en film de plastique qui est omniprésent, il faut réduire son utilisation, puis il y a des manières d'y arriver. Au Québec, on étudie les différents modèles qui existent. Il y a tantôt le modèle irlandais, où on a ajouté une redevance sur les sacs en plastique, et c'est quelque chose qu'on étudie pour l'avenir très rapproché, mais aussi tout l'aspect de réutilisation et de réduction qu'il faut regarder en même temps. On estime qu'avant la taxe, chaque ménage rapportait à la maison environ 340 sacs plastiques dans une année. Dès que la taxe est entrée en vigueur, ce nombre est tombé à 20 sacs par ménage par année. Ce qui a changé, je crois, c'est que le public maintenant est en train de nous... Sacs de sortie de caisse dont on ne sait pas forcément quoi faire. Et donc c'est une bonne filière. Le tout après, c'est le produit qui cherche à imiter le bois. Ça, c'est pas toujours évident, mais bon, ça limite bien. Mais... Oh, qu'est-ce que vous chipotez? Ça se voit que vous n'êtes pas ouvert à l'art. Hein. Et c'est très lourd. Là-dessus, ça pourrait être amélioré sur des matériaux un peu plus légers. À peu près centré sur la prise, vis-à-vis ce mur-là. Ah ouais, on peut l'arrêter comme ça, on va essayer de le remettre à peu près là. Puis là, on divise l'espace. Mais c'est des super bonnes pistes. C'est toujours bien de trouver des filières pour ce genre de rebut. Dans une étagère, là, déjà? Ouais, mais une plus basse, peut-être. Quand t'es assis, puis dans le fond qu'elles soient accessibles pour le bureau, mais peut-être plus là. Les tablettes à l'étage ont été faites avec des panneaux de signalisation qu'on a reçus de la Ville de Montréal, alors qu'on a tout simplement coupé au banc d'ici et puis fixé après un tasseau et directement au mur. On cherche une couleur pour appliquer sur notre mur du fond, mais pour le garde-manger, on n'a plus de peinture. Alors il nous reste de l'après, qui est la couche qu'on met normalement avant la peinture. Puis cette couche-là est vraiment blanche, blanche, blanche. Et donc moi j'essaie de mettre des colorants dedans pour trouver un blanc un peu cassé, pour qu'on puisse peindre avec ça. La définition du déchet en tant que tel a évolué. Elle n'a pas nécessairement changé, c'est plutôt le potentiel de voir quelque chose, de travailler avec des gens très innovateurs, très créatifs, qui ont une autre perception de la transformation. Ça ouvre des esprits et l'imaginaire. Alors à ce niveau-là, c'est plus bon, j'ai trouvé dans la rue une table et puis je l'ai ramenée chez moi puis elle sert de table.
qui est quand même assez standard. J'ai vraiment l'impression que le déchet, en fait, c'est une matière première comme une autre. Simplement qu'on l'a classé dans les déchets et ça veut simplement dire qu'on n'a pas encore trouvé la filière ou qu'on n'a pas encore trouvé de débouché. Ce qu'on a découvert avec le plastibois en l'installant aujourd'hui, c'est que pour cacher les têtes de vis, si on cogne dessus, il y a quand même une fusion qui se refait et puis ça permet de cacher les têtes et ça fait un travail un peu plus propre. De quelle manière, nous, les gens ordinaires, avons-nous le plus d'impact sur la nature? De 3 manières. Ce que nous mangeons, comment nous vivons dans nos maisons et comment nous nous déplaçons. David Suzuki, scientifique, environnementaliste et communicateur. Prenons l'alimentation, par exemple. Pourquoi ne pas se priver de viande une journée par semaine? Autrefois, dans cette province majoritairement catholique, personne ne mangeait de viande le vendredi. Ce ne serait pas très difficile, mais l'impact serait énorme parce que la viande coûte très cher. Il faut 65 fois plus d'eau pour produire une portion de viande que pour produire une portion de pommes de terre. Et il y a toutes sortes de produits chimiques dans la viande. Du point de vue écologique, la viande est une source d'alimentation très coûteuse. Quant au logement, on recommande de mieux isoler la maison et d'améliorer son efficacité énergétique. On peut épargner 10% sur les comptes d'énergie. Si on doit acheter une nouvelle bouilloire électrique ou un nouveau réfrigérateur, on consulte le guide énergétique pour acheter des appareils à haut rendement énergétique. Aujourd'hui, certains réfrigérateurs offrent un rendement 80% supérieur à celui des appareils d'il y a 20 ans. On peut donc réaliser des économies importantes. Et c'est mieux pour la planète. Si vous prenez la voiture pour aller au travail ou à l'école tous les jours, essayez de vous déplacer sans auto un jour par semaine. C'est tout. Prenez l'autobus ou votre bicyclette. Si vous achetez une voiture, le rendement énergétique devrait être un critère de sélection important. Oubliez les véhicules utilitaires, c'est de la folie. Il s'agit de solutions toutes simples, mais très efficaces. Le premier pas pour changer le monde, c'est de se poser des questions, s'interroger et de réaliser qu'on a un rôle à jouer quant à l'état de la planète. Alors ça, c'est la première chose très importante. Ensuite de ça, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait et d'analyser quels sont les impacts de ce qu'on fait. Laure Varidel, présidente d'Équiterre, auteure et sociologue. On se lève le matin, on s'habille. Alors, on s'interroge sur les vêtements qu'on porte. Est-ce que les vêtements qu'on porte ont contribué à l'exploitation de travailleurs en Asie, à un partage inéquitable des ressources? Bon, première chose. Alors, au niveau des vêtements, on peut choisir d'acheter des vêtements usagés, d'en avoir moins déjà, parce que généralement, on a des garde-robes qui regorgent de plein de choses qui changent à chaque saison. Donc, ça, c'est très simple à faire. Ensuite de ça, comment est-ce qu'on va se rendre à notre lieu de travail ou à notre école, à notre université? Est-ce qu'on utilise le vélo? Est-ce qu'on utilise le transport en commun ou la voiture? Bon, bien, les deux premiers choix sont plus écologiques en partant.
Maintenant, sur notre lieu de travail, est-ce qu'on essaie de réduire l'utilisation des ressources? Est-ce qu'on imprime nos papiers des deux côtés? On essaie d'utiliser le moins de ressources possible. Donc ça, c'est des choses qui sont concrètes qu'on peut faire. Donc c'est comme ça du début de la journée jusqu'à la fin. Donc juste de se questionner sur les impacts de chacun de nos gestes et réaliser que dans la plupart des cas, on peut faire des choix différents. Essayer d'acheter des produits les plus biologiques possibles, donc qui ont nécessité le moins de produits chimiques, le moins de pesticides, le moins d'engrais chimiques, pas d'OGM, etc. Et chercher à acheter des aliments les plus locaux possibles pour encourager les économies locales, l'autosuffisance alimentaire de chaque région du monde et aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre causées par le transport des aliments partout à travers la planète. Choisir du café, du chocolat, du thé équitable, des bananes équitables plutôt que les autres. Éviter les grandes compagnies multinationales qui, on le sait, font des pressions énormes sur les gouvernements pour qu'on établisse un système qui met le profit avant tout. Il faut voir l'environnement comme faisant partie de nous, comme nous faisant partie de l'environnement et non pas juste comme des petites zones à préserver à l'extérieur des villes. On fait partie de cet écosystème-là. Tu peux laisser le four sur moi. 1, 2, 3. Là, on a une idée générale. On sait que ça rentre à peu près. Est-ce que le lit va être contre le mur de la fenêtre ou contre le mur de la salle de bain? On ne le sait pas encore. On va voir une fois sur place. Dans l'autre sens? Je vais aller chercher les autres modules. Il y a un peu de peinture à faire là. Ah le oui? tour des fenêtres, ben, Tu veux faire de la peinture? Non, mais le tour des fenêtres, là, c'est un peu... Il y a pas mal de retouches à faire. Tour des fenêtres. Pas la moulure? Non, le marron, je veux dire. Ah oui, oui. Ça à faire, oui. Non. Il doit être vissé en arrière. En fait, il n'y a pas de... Et puis là, on a fini. On se met un petit matelas fait maison là-dessus. Oui. On met nos girafes. Oui. C'est fini pour ici. Et c'est fini pour la chambre à coucher, oui. C'est clair. Il va falloir amputer les doigts, possiblement du ventilateur. Je suis contente qu'on ait mis ce bureau là. Ouais. C'est une chouette chose. Oui. Puis, tu l'as recoupé? Le plateau? Oui. On a recoupé pour que ça soit de la même largeur que la base. Super bien. Alors, on va chercher les cases. C'est parti et on aura fini pour la chambre. C'est beau. Hey. Allez! OK. OK, attendez ici. Il va falloir déposer sur une marche. J'ai un peu les mains sales, je vais tacher un peu la belle peinture. OK. Une autre marche. OK. On le dépose. Bon, ben voilà. Voilà. Merci les hommes. Merci beaucoup. C'est ce côté-là qui te dérange? Bah, c'est juste que, je sais pas, je trouve que ça cache un peu le coin, la fenêtre. Mais ça pourrait être pas mal, là. Est-ce qu'on peut le mettre? On peut voir. On peut le porter à dos, c'est impossible. Attention au plancher, hein? Voilà. Non, je le... On fait tout ça en 3 jours? Je pense que c'est... Ben, disons 3 jours et 3 nuits, là. Ben, on n'a pas vraiment le choix. Ça sera pas 3 jours. Ouais. Ben, on pourra dormir ici. Ben, c'est vrai, c'est déjà ça. Il faut juste un matelas. On fait des micro-siestes. Oui. 15 minutes, puis on enchaîne une journée de... Oui. On fait des équipes sur des chiffres. Et toi, tu vas déposer en premier. C'est beau. Avec le mur de bois, c'est très Ça beau. vient vers moi. Et c'est bon de voir ça enfin, là. Faut le remesurer. On va mettre la cuisinière, on va mettre l'autre meuble. Parfait. Il va falloir réajuster les éléments en conséquence des... J'espère qu'il n'y aura pas d'erreur de calcul. J'espère que ça rentre. Parce que La cuisinière ici, là. Je suis pas mal contente parce que moi, j'ai un peu lâché prise, puis je suis retournée pas mal sur le chantier travailler.
Et j'ai fait confiance à Nadia et Vincent. Ils ont fait des modifications et que je trouve super bien. Et c'est des choses auxquelles j'avais pas pensé. Et là, je suis contente parce que je me dis, ok, ben, c'est pas ce qui était prévu. Puis je regarde le truc, je dis, ok, ouais, non, c'est mieux, c'est bien là. Ils sont allés plus simplement. Et puis je trouve c'est plus efficace. Alors c'était un mélange gagnant là. Attends. Ok. Je l'ai avec. Ouais. Ça va? Ouais. Pour le déposer? Hop. Eh bien. C'est beau. Ça va être très chouette. Ouais, ça va être très joli. Ça va... un vrai espace de vie, hein, c'est qu'on essaye de créer au niveau du design. C'est très varié. Ouais. Hey, c'est bien, Nadia. Hey, c'est presque une cuisine. L'autre, on peut ou bien la rentrer. Bon, on va la rentrer pour voir tout ça. On peut juste la déposer par-dessus, entre-temps. Et je vais faire mes trous ici demain. OK. Parce que je ne les ai pas fait ce matin. En lui-même, l'atelier de l'artiste est déjà une création. C'est sa première œuvre, son autoportrait. C'est un espace qui parle de lui, où ceux qui le connaissent le retrouvent, mais surtout, c'est un lieu où lui-même s'appartient. En somme, l'atelier, c'est sa photo d'identité. Son être y transpire dans chaque objet. Là, il peut, comme il l'entend, faire résonner l'écho de son âme. Moi, j'avais cette notion de faire des choses moi-même, quoi. Si je veux une pièce de musée, je me la fabrique, tu vois, au lieu d'aller dans les ventes aux enchères. Donc je me suis mis à fabriquer mon instrument, quoi. Voilà. Donc, j'ai posé une embouchure de saxophone baryton sur des tuyaux à coulisses et ça a donné une espèce d'instrument qui n'existe pas, quoi, en fait. Alain Juteau, artiste ramasse-clous. Donc ça fait quand même un moment que je pratique le sujet, de ramasser à droite à gauche tout ce qui traîne, tout ce qui existe, tout ce qui a été fait, tout ce qui est jeté, tout ce qui est abandonné, pour essayer de prolonger un peu tout ça, et puis de continuer à vivre un peu en toute harmonie avec toutes ces choses. C'est une passion quand même, c'est pas par hasard, hein, qu'on se retrouve avec un tas, des cubages comme ça d'objets en tout genre. Donc voilà, ça m'aide un peu à faire mes œuvres d'art, de mon côté. Et puis je gagne ma vie parce que je fais un peu de cinéma. On a toujours besoin de reconstituer des choses avec des anciennes matières, des anciens objets. Et effectivement, le téléphone, il sonne. Dis donc, t'as pas un clou comme ça, ou une chaîne comme ceci, ou une jambe artificielle, ou tu vois, voilà. Ça m'a paru naturel, quoi, de m'occuper de tout ça. Mais tout est mélangé. C'est incapable de mettre les choses au même endroit, parce que ça bouge tout le temps. Et j'ai vraiment l'impression que je suis obligé d'avoir autant de place encombrée avec autant de merde pour y arriver, quoi. Parce que sinon, ça serait tout vide, je m'ennuierais complet et ça n'existerait pas. Donc c'est chez moi, c'est ma vie. Je suis né dans un atelier de vitrail, dont mes parents ils font du vitrail. C'est un métier qui n'a pas bougé depuis le XVIe siècle où ils ont inventé le diamant à couper le verre. Donc j'ai tout le temps été avec des vieilles matières, dans des vieux édifices, à restaurer des églises, à travailler avec ses mains, à avoir le respect des choses qui ont été posées. Voilà. Donc il y a de ça. J'ai vécu aussi dans des vieilles maisons très très anciennes, au-dessus d'un cimetière. Donc il y a des sarcophages, il y a des voûtes.
Les gens jettent tellement de choses que des fois, moi, je trouve ça, mais j'en pleure des fois. Tu tombes sur des poubelles où il y a toutes les photos d'une famille, quoi. Comment on peut se séparer de toute son histoire comme ça? C'est grave quand même ce qui se passe à ce moment-là. Donc moi, je les ramasse. Je les fous dans les cartons, dans des boîtes, et puis je m'amuse avec. C'est pas vraiment de la destruction ni de la déformation. J'ai plutôt l'impression que je les magnifie, que je les remets en scène. Et c'est une deuxième, troisième vie, et on continue, quoi. Je suis assez attaché à mes objets. C'est vrai que des œuvres d'art que je fais vraiment, j'en vends aucune. J'ai été épaté quand même par tout ce réseau commercial aussi des galeries où ils te disent non, ça, tu mets une vitre devant parce que ça sent mauvais, tu me peins le fond en bleu parce que ça fait trop sale. Dis donc, quand je le mets sur ma cheminée, les petits bouts qui tombent, c'est vraiment dégueulasse. Alors tout ça, moi, je veux pas en entendre parler, donc ça ne me concerne pas. Donc je reste, je les garde mes trucs, c'est pas grave. Je fais des expos, ça épate les gens, mais j'en vends pas. Et voilà, je les garde. Mes enfants, ils les vendront, on verra. Je suis en train de compléter l'œuvre ici de Jean-Pierre. Jean-Pierre, il a eu un malaise un soir, tard dans la soirée. Ça faisait quelques jours qu'il se sentait un peu fatigué, puis on l'a amené assez rapidement à l'urgence à l'hôpital. Puis c'est ça, hein? On se donne à 200 %, puis on prend beaucoup de responsabilités sur ses épaules, puis en tout cas, on est en train de finaliser son œuvre. La pression est là. Beaucoup mieux, mais c'est un peu mieux. Il y avait des petites plaques d'aluminium. Ouais, les grandes? Non, plus petites, elles sont ici. Le mec me dit on avait des petites plaques d'aluminium. Moi j'ai dit ouais, les grandes. Bah non, les petites. Avec le Batiplume, en fait, on a pas mal de chutes. Donc j'essaie de trouver des fonctions. C'est quand même un super beau matériau qui est assez nouveau en plus. Donc essayer de voir si ça peut s'utiliser en réflecteur sur une lampe. Bon, allez, on est d'accord qu'on devait partager ce job-là? Oui, c'est-tu mon tour? Puis non, je me suis lâchée, là, je suis partie des deux côtés parce que je sais pas pourquoi. Mais il y a peut-être un moment avant la fin où je vais péter les plombs. Alors... Quand tu pètes les plombs, tu me le dis? C'est ça. Bah, quand tu m'entends hurler, à peu près, c'est le moment. La structure, monter la structure avec du fil de fer récupéré. Et puis, j'essaie de le plaquer de plumes en fine épaisseur pour que ça serve de diffusant. Ça nous fera la lampe de la chambre. Il fait chaud dans notre maison maintenant. Oui, c'est le fun, hein? Il y a des petits éléments qui faisaient partie de la maison originale qu'on a perdu un peu de vue et qu'on retrouve. Alors, il y a beaucoup de surprises encore à ce niveau-là, d'éléments qu'on avait oubliés. Il reste juste ce petit bout, là. Alors, je suis en train de remplir les baguettes, puis on va remplir l'espace, soit avec une teinture, soit avec un objet quelconque. C'est ça.
sent plus que la fin, là. On est vraiment à faire les retouches de peinture, installer le mobilier, puis faire bidou d'électricité, mais vraiment, là, c'est... Je pense que ce soir ou demain soir, on a comme fini, là. Je vais m'assurer que j'ai tous les matériaux. OK. Pose du linteau, j'imagine qu'on va être tous ensemble. On n'a pas le choix de le faire autrement. Et puis l'œuvre de monsieur, ce soir. Avec l'absence de Jean-Pierre, c'était pratiquement comme s'il manquait une partie de la maison. Les citadins avaient entamé le voyage à 5 et ils espéraient bien le finir ensemble. Mais à quelques heures d'ouvrir leurs portes aux visiteurs, ils devaient surtout se concentrer à être prêts. Néanmoins, sans même en parler, chacun se demandait si Jean-Pierre serait là pour le grand jour. Moi aussi. Et le diagnostic allait bientôt apporter la réponse. Bon, à 3. 1. C'est déjà parti, là. Allez. Lors du prochain épisode, les citadins arrivent au terme de l'expérience. Ils s'empressent d'achever les derniers détails restés en suspens. Celle-là? Voilà, c'est bon. Ou celle-là? C'est bon. On met laquelle, finalement? Ils accueillent les visiteurs et leur ouvrent les portes de la maison transformée. C'est très intéressant de voir la réaction des gens, de l'enthousiasme aussi, il y a beaucoup de sourires, alors ça fait plaisir. Ils font le bilan de leur projet à tout point de vue. Le budget, il se gérait quand même assez bien. On a pris des décisions au niveau des priorités pour l'argent, mais la plus grosse contrainte, c'était le temps. D'ici là, l'expérience se poursuit sur le web.